Ok, plongeons-nous tout de suite là-dedans. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On entend très souvent ce fameux conseil qui dit qu'il faut toujours se concentrer sur ses points forts. Et bon, c'est totalement vrai bien sûr, mais notre source d'aujourd'hui débarque avec une perspective radicalement différente, et honnêtement c'est absolument fascinant. Et si la clé principale pour échapper à une dynamique complètement toxique, surtout face à une personnalité narcissique, c'était en fait de comprendre nos propres faiblesses. Alors oui, ça peut surprendre. Mais comprendre ses vulnérabilités, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est littéralement le passe-partout, la clé maîtresse pour réussir à sortir de ce piège. Alors, voici comment on va procéder aujourd'hui. On a 5 grandes étapes. 1. Comprendre le piège toxique. 2. Les tactiques du narcissique. 3. Les faiblesses comme porte d'entrée. 4. L'illusion du miroir et la projection. Et enfin 5. Le chemin vers la guérison. Avoir ce petit plan de route en tête, c'est super important pour garder un espace psychologiquement sûr, parce qu'on sait exactement où l'on met les pieds, de la déconstruction du problème jusqu'à la guérison. Section 1. Comprendre le piège toxique. L'anatomie même de ce piège. Pour commencer, il faut vraiment cerner comment tout ça fonctionne. L'idée ici, attention, ce n'est absolument pas de pointer du doigt ou de culpabiliser la personne qui subit la situation. Pas du tout. Il s'agit plutôt de décortiquer les mécanismes d'une relation qui implique deux parties. C'est vraiment une équation hyper complexe. Et d'ailleurs, cette citation directe tirée de notre source résume tout. Le but est d'éclairer le chemin, pas de jeter le blâme. Ça pose vraiment les bases de notre approche d'aujourd'hui. L'empathie, c'est le cœur du sujet. Identifier par où la toxicité rentre, c'est tout simplement la toute première étape, l'étape vitale pour pouvoir vraiment guérir. Sans cette lumière, impossible d'avancer. On passe à la section 2, les tactiques du narcissique, la mécanique de l'agresseur. Concrètement, comment fonctionne le mécanisme de ce piège ? Ce qui est vraiment intéressant sur ce point, c'est de voir comment ça se passe en pratique. Le narcissique ne va pas juste faire une remarque en passant. Non, il va amplifier des défauts tout à fait normaux. Il va les gonfler à l'extrême et même inventer des failles qui n'existent absolument pas. Le but, forcer l'autre à être tout le temps en déséquilibre, constamment sur la défensive. C'est une vraie guerre d'usure psychologique, un travail de sape exécuté méthodiquement pour complètement détruire l'estime de soi. Et ça nous amène directement à notre troisième partie, nos faiblesses comme porte d'entrée, nos points de vulnérabilité. Par où est-ce que l'agresseur arrive à s'infiltrer ? Eh bien, ça commence très souvent par une brèche bien précise, l'exploitation, souvent dévastatrice, d'une confiance excessive. Observons un peu ces deux extrêmes. D'un côté, on a la confiance aveugle, ce truc où on se dit que tout le monde est fondamentalement bon. De l'autre, c'est le manque total de confiance, le verrouillage complet. Notre source explique que ces deux extrêmes montrent en fait un certain manque de maturité psychologique. Et c'est exactement dans ce fossé immense, dans ce grand écart entre ces deux visions immatures, que le narcissique s'installe et manœuvre avec une facilité déconcertante. Mais alors comment ça se traduit dans la vraie vie ? Ça commence par tomber dans le panneau d'un faux masque d'assurance. Puis on se met à croire à des promesses qui n'ont absolument aucun fondement. Ensuite, face à une avalanche de mensonges, c'est la confusion totale. Une vraie paralysie mentale s'installe. On a beau voir des contradictions énormes, on se sent juste incapable de réagir. C'est vraiment déchirant, parce que ce sont les plus belles qualités humaines comme l'empathie et la générosité qui sont retournées contre la personne, jusqu'au point où séparer le vrai du faux devient littéralement impossible. Et ça illustre parfaitement le déséquilibre qu'on retrouve dans le partage d'informations. D'un côté, on a le livre ouvert, une personne totalement transparente qui déballe ses pensées, ses émotions, son histoire, et de l'autre, la boîte noire. Quelqu'un qui verrouille tout, qui cache son passé et ses zones d'ombre. Ça crée tout de suite un déséquilibre de pouvoir qui est massif. L'un sait absolument tout, pendant que l'autre avance dans le noir complet. En parallèle de ce déséquilibre, il y a la gestion des problèmes. Il suffit d'observer cet effet boule de neige quand on évite le conflit. Étape 1, on ignore le souci en croisant les doigts pour qu'il disparaisse. Étape 2, les problèmes s'empilent. Étape 3, on se sent totalement perdu. Et au lieu d'avancer, on régresse. En fait, remettre les solutions à plus tard juste par désir d'éviter de faire des vagues, c'est le meilleur moyen de se retrouver poussé implacablement en arrière. Tout ça nous mène à la section 4, l'illusion du miroir et la projection. C'est là qu'on observe les profondes retombées psychologiques quand la confiance en soi s'effrite et que la réalité commence à se déformer. Cette érosion, elle finit par créer un petit murmure empoisonné dans la tête. À force d'entendre des critiques injustes en boucle, on finit par les absorber comme une éponge. Et là, la petite voix intérieure commence à se demander, avec une sincérité tragique, « Mais peut-être que c'est moi la source de tous ces problèmes, finalement ?» C'est le point de bascule où l'on remet véritablement en question sa propre santé mentale et sa propre culpabilité. Pour bien piger cette confusion, il faut se pencher sur un terme clinique majeur mis en avant par la source, la projection. En gros, c'est un mécanisme de défense où le narcissique prend tous ses propres défauts, ses propres peurs et tout ce qu'il déteste chez lui et il les jette directement à la figure de l'autre. C'est fou quand on y pense.
La vérité, c'est que la personne qui subit tout ça n'est finalement qu'un simple miroir qui reflète les zones sombres de l'agresseur. Cette dynamique terrible donne naissance à deux masques complètement différents. D'un côté, le masque du narcissique, qui sert uniquement à manipuler et à tromper. Et de l'autre, le masque de la victime. Lui, c'est totalement autre chose. C'est un bouclier, une tentative désespérée de cacher une douleur immense et de faire semblant face au monde que tout va bien. La personne est littéralement obligée de se cacher derrière ce masque juste pour survivre à cette guerre psychologique. Passons maintenant à la suite pour voir comment tout ça se construit vers quelque chose de positif avec notre section 5, le chemin vers la guérison, ce que la source appelle l'autopurification. Cette transition, il faut le savoir, elle ne va pas tomber du ciel. On ne peut pas juste l'attendre les bras croisés. C'est un choix. C'est la décision consciente, puissante et transformatrice de quitter ce mode de survie où l'on passe son temps à se défendre frénétiquement pour passer à un acte totalement délibéré de reconstruction personnelle. Donc, le point vraiment crucial ici, c'est que la guérison véritable et durable n'est pas un remède miracle instantané. C'est un voyage au long cours. Ça implique de bâtir une version de soi-même qui soit bien plus consciente. Et ça demande une patience de fer, et surtout, c'est absolument indispensable, il faut remplacer cette autoculpabilisation qui tourne en boucle par une énorme dose de grâce, de compassion et de bienveillance envers soi-même. On peut clôturer cette analyse en se posant cette question. Une question hyper puissante qui nous vient directement de la source. Comment peut-on commencer à construire ses défenses, non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir à l'avenir ? Parce que oui, l'objectif final, ce n'est pas juste de survivre au traumatisme, le vrai but, c'est de prendre cette toute nouvelle compréhension clinique, de l'utiliser pour se bâtir une forteresse intérieure en béton armé et pouvoir enfin s'épanouir pleinement dans l'avenir.